Et c'est l'heure, comme tous les dimanches, de retrouver Galia Ackerman, historienne et spécialiste du monde russe et post-soviétique, avec cette semaine un sujet d'actualité, les liens entre le président russe Vladimir Poutine et les Juifs, et également la façon dont le régime russe a évolué par rapport aux Juifs, notamment à la veille de la chute de l'empire de l'URSS avec la perestroïka. Alors, Galia Ackerman, au dernier épisode, on en était resté à l'effacement des Juifs, mais au moment où l'Empire soviétique tombe, il y a aussi ce qu'on a appelé des opérations entre guillemets de sauvetage des Juifs, c'est-à-dire que il y a des gens qui, malgré le fait que toute leur culture ait été effacée, qu'ils ne puissent plus pratiquer, qu'ils ne parlaient plus le yiddish, il y avait une persistance du fait juif qui fait que il y en a beaucoup d'ailleurs qui sont allés enrichir l'immigration en Israël. Comment se fait ce départ, cette libération et finalement peut-être cette émancipation tant attendue des Juifs de Russie et de l'Empire post-soviétique? Comment ça se passe? En fait, je pense que c'est en grande partie l'antisémitisme qui entretenait, sensation pour les Juifs d'appartenir à quelque chose de différent. Ça, je l'ai vécu personnellement parce que je suis née en 1948 et il faut dire que mes parents, ne savaient plus rien du judaïsme mais ils savaient très bien qu'ils étaient juifs parce que, il y avait comme, dans l'empire tsariste, il y avait pas de limitation pour vivre tel ou tel endroit, mais il y avait pas mal de limitations pour entrer dans des établissements d'études supérieures, pour les juifs. Il y avait plusieurs professions qui n'étaient pas accessibles aux juifs. Il y avait, à chaque fois que vous vouliez, changer de Mais alors, travail. on a du mal à comprendre parce qu'en même temps, le fait juif est totalement effacé. Donc, du coup, s'il est effacé, comment est-ce qu'on peut imposer des choses aux juifs Mais c'est très simple, c'est très simple. Dans le passeport, dans l'acte de naissance, partout, dans l'acte de mariage, dans l'acte de divorce, dans l'acte de décès, il y avait toujours le fameux point numéro 5, Le cinquième point. la nationalité juive. Ça a été perçu comme, non pas comme quelque chose de religieux, mais comme quelque chose d'ethnique, purement ethnique. Donc, quelqu'un qui a dans son passeport la marque qu'il est juif, il ne peut pas ne pas se sentir juif. Il l'assume. Vous savez, vous pouvez ne pas aimer votre boss, mais si vous en avez une, vous la portez. Et donc, pour les Juifs, dès que la possibilité à partir en Israël est apparue, et en fait, elle est apparue dès le début des années 70, eh bien, il y a eu tout un mouvement pour partir. On a trouvé un subterfuge, il fallait que d'Israël, on vous envoie une invitation d'un proche qui était pas proche du tout, mais n'importe qui, parce qu'il n'y avait aucun moyen de vérifier. Et donc, les Juifs ont commencé à partir. Moi-même, personnellement, je suis partie en 1973. Ensuite, on a refermé un peu la porte, donc il y avait une petite immigration pas très importante. Et ensuite, comme vous l'avez dit, à la fin de la période soviétique et les premières années post-soviétiques, il y avait peut-être 1 million, peut-être plus, de Juifs, demi-Juifs, un quart de juifs, mais qui sont partis, beaucoup pour Israël, certains aussi pour les États-Unis ou d'autres pays. Mais donc, Il y avait un véritable réseau de solidarité hein, à ce moment-là pour aider les Juifs à partir. C'est aussi une belle histoire et d'ailleurs un réseau de solidarité entre Juifs, mais pas que, hein, parce qu'il y avait aussi des gens qui n'étaient pas Juifs et qui aidaient les Juifs dans l'Empire soviétique à partir. Vous pouvez nous en dire un mot peut-être? ben, il y avait des gens pour lesquels le départ était facile parce que l'État soviétique ne tenait pas spécialement à eux,
comme moi d'ailleurs, parce que j'ai fait des études de lettres classiques à l'université de Moscou. Je pense que l'État soviétique s'en fichait royalement de ma présence ou de mon absence sur le territoire national. Mais parmi les gens qui souhaitaient partir, il y avait beaucoup de physiciens, de mathématiciens, d'ingénieurs de pointe, si l'on peut dire, des figures même littéraires, mais connues. Et donc, cela, le régime essayait de les empêcher de partir. Pour certains, c'était l'interdiction à cause des prétendus secrets d'État qu'ils détenaient. Pour d'autres, c'était parce qu'ils n'avaient pas l'accord. Il fallait avoir un accord, soit des parents, des ascendants, soit des enfants, des descendants, pour partir. Parce que la raison officielle était que les enfants sont censés s'occuper de leurs parents dans leurs vieux jours. Et donc, les parents devaient écrire qu'ils étaient d'accord. Qu'ils étaient d'accord pour que l'enfant parte. Et c'était très mal vu. Là où ces gens travaillaient, par exemple, on pouvait vous exclure du parti, vous pouviez perdre le travail, etc. On ne mettait pas en prison, mais c'était quelque chose qui était un empêchement important pour la carrière des personnes concernées. Et donc, il y avait beaucoup de ce qu'on appelait à l'époque refusniks, et il y a eu tout un mouvement de solidarité internationale, ça c'est vrai, pour les soutenir et pour protester contre le fait qu'on ne les laisse pas partir, etc. Et peu à peu, ces gens arrivaient quand même, sous pression internationale, à partir. Alors, Galia, aujourd'hui, le président russe Vladimir Poutine a fait état, on a même vu des images dans des documentaires récemment de ses liens en fait avec les Juifs, notamment à travers son ancienne institutrice juive elle-même, qui vit aujourd'hui en Israël et à qui Vladimir Poutine aurait offert un appartement à Tel Aviv. Alors, en quoi ces images, cette communication autour de ça, parce que, puisque ça se sait, c'est effectivement qu'il y a une communication autour de ça, en quoi ça, c'est éclairant sur le rapport de l'actuel président russe, Vladimir Poutine, aux Juifs ? Cette histoire avec l'institutrice est tout à fait vraie, sauf que maintenant, me semble-t-il, elle est décédée et qu'elle a légué cet appartement qu'elle a reçu de Poutine à l'ambassade russe en Israël, c'est-à-dire le bien est retourné à l'origine, si l'on peut dire. Maintenant, pour Poutine, c'est vrai qu'il y a eu plusieurs juifs avec lesquels il était proche, pas seulement cette institutrice. Et il a toujours été contre l'antisémitisme, etc. C'est-à-dire, il avait une attitude positive envers les Juifs. Ce n'étaient plus les ennemis principaux comme d'antan. Mais je dois dire une chose, moi je réfléchis un peu au pourquoi, parce que Vladimir Poutine a été quand même formé au KGB. C'était une organisation totalement antisémite. Qui surveillait les Juifs de près, tous ceux qui, par exemple, correspondaient avec quelqu'un à l'étranger, tous ceux qui recevaient des colis venant de l'étranger, ils étaient tous recensés et sous surveillance. Et donc, je pense que Vladimir Poutine est en quelque sorte un antisémite à l'envers. Je veux dire ceci. Vous savez, il y a des antisémites qui haïssent les Juifs. Bon, ça, c'est un cas classique et très clair. Mais il y a des antisémites qui croient au mythe de la puissance juive mondiale qui est exprimée par exemple dans les protocoles des sages de Sion et qui pensent que cela, il vaut mieux être en bonne relation avec eux parce qu'ils sont tout-puissants. Et je pense qu'aux yeux de Poutine, la carte juive est une carte très importante parce que ça lui permet, par exemple, d'avoir l'adhésion au moins d'une partie des Juifs américains et à travers eux atteindre peut-être certains leviers du pouvoir aux États-Unis. Je pense personnellement
qu'il peut-être il n'est pas un antisémite zoologique, mais qu'il a une attitude très spéciale envers les Juifs, ce qui ne l'empêche pas d'essayer de réécrire l'histoire russe là où les Juifs sont impliqués, de mettre en avant, par exemple dans le musée juif de Moscou, l'allégeance des Juifs à la patrie soviétique. On parle beaucoup plus dans ce musée de l'héroïsme des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale que de la Shoah, tout simplement. Et il y a très très peu, juste une petite mention de toutes ces persécutions antisémites de l'après-guerre. Justement, la mémoire, effectivement, par rapport à la Shoah, on va en reparler dans le prochain épisode de cette série sur les Juifs de Russie, du RSS et d'Ukraine avec vous, Galia Ackerman. Une chronique, bien sûr, à retrouver sur radioj.fr.